Je suis Traoré Luceni, chargé des cours de chimie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions acido-basiques en général et en particulier la réaction entre un acide faible et une base forte. Comme acide faible, nous allons prendre l'acide éthanoïque ou l'acide acétique et l'acide caustique ou l'hydroxyde de sodium. Alors, nous avons déjà étudié chacune de ces solutions. On va alors passer aux réactions de dissociation partielle. Donc, équation partielle. Alors, lorsque je prends l'acide éthanoïque de formule CH3COH, alors qui se dissout dans l'eau de façon partielle pour donner alors l'ion H3O+, et l'ion acétate ou l'ion éthanoate CH3CO-. Cette réaction qui est partielle, donc réversible. Et je prends également la dissociation de l'acide caustique NaOH qui se disperse totalement dans l'eau suivant une réaction exothermique et totale en donnant l'ion sodium Na+, et l'ion hydroxyde HO-. Cette dernière équation de dissociation a pour caractéristique la totalité. Donc c'est une réaction qui est totale, mais aussi elle est exothermique. Alors en mélangeant ces deux solutions, nous allons alors poser l'équation bilan de la réaction acido-basique. L'équation bilan de la réaction acido-basique. Alors ici, l'acide éthanoïque est un acide faible. Alors sa dissociation étant partielle, alors l'ion H3+ ne peut pas représenter cette solution cette espèce en solution. Donc on prend sa molécule. Alors nous aurons ici le CH3COOH plus l'hydroxyde de sodium appelé le soude caustique. La réaction est totale. Alors avec cette totalité de la réaction, on peut remplacer alors la molécule de NaOH en solution par l'ion HO-. Donc l'ion HO- va représenter la base forte. Et nous avons dit que toutes les réactions acido-basiques sont totales. Et là, on tient compte de la définition d'une réaction acido-basique, alors qui nous dit que c'est un transfert de proton H+ de l'acide vers la base. Donc l'acide va donner le proton H+ ici, ça va donner le CH3COO- qu'on peut appeler l'ion éthanoate ou l'ion acétate, plus la molécule d'eau. Alors cette réaction, elle est quasi totale. Donc c'est une réaction qui est quasi totale. Mais elle est aussi peu exothermique par rapport à la réaction entre un acide fort et une base forte. Donc peu exothermique. Donc ce sont les deux caractéristiques de cette réaction. Ça dépend de l'espèce qui est forte. Parce qu'au cours de cette réaction, la soude qui est l'espèce forte est appelée à disparaître entièrement. Autrement dit, à se transformer alors en espèce basique faible ici, qui est l'ion éthanoate. Alors on va passer ici par un exemple concret pour savoir comment déterminer les concentrations des espèces dans un tel mélange. Nous allons alors prendre ici une solution d'acide éthanoïque CH3COOH de volume VA égale à 100 cm3 et de concentration Ca égale à 10 puissance moins 2 mol par litre, dans laquelle nous allons ajouter la solution d'hydroxyde de sodium de volume VB égale à 1 cm3 et de égale à 0,2 mol par litre. Après avoir agité et homogénéisé, on mesure le pH du mélange. Donc la solution finale obtenue a un pH égal à 4,2. Alors nous voulons calculer les concentrations des espèces présentes dans cette solution et l'expression du pH. L'expression du pH du mélange. Alors nous allons passer d'abord par l'inventaire des espèces. Donc, inventaire des espèces. Nous avons dit que dans une solution, les espèces se répartissent en deux types. Il y a les espèces ioniques et les espèces moléculaires. Alors, parmi les espèces ioniques ici, il faut citer l'ion H3O+, qu'on appelle ion hydronium. Il y a l'ion hydroxyde qui est l'ion HO-. Il y a l'ion sodium qui est l'ion Na+. Et il y a l'ion acétate ou l'ion éthanoate qui est le CH3COO-.
Donc, ce sont les 4 espèces ioniques qui sont dans cette solution. Quant aux espèces moléculaires, nous avons la molécule d'acide éthanoïque ou acide acétique qui est ici. Et nous avons le solvant principal qui est l'eau. H2O. Nous allons alors passer au calcul des concentrations des espèces. Calcul des concentrations des espèces. Connaissant le pH du mélange qui est égal à 4,2, on va alors commencer par l'ion hydronium H3+. Donc nous dirons du pH, on a la concentration de l'ion hydronium H3+ est égale à 10 puissance moins pH, ce qui est égal à 10 puissance moins 4,2, ce qui va être égal à 10 puissance 0,8 fois 10 puissance moins 5. Et 10 puissance 0,8 égale à 6,3. Donc l'hydronium H3+ dans cette solution est égal à 6,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Alors, à travers le produit ionique de l'eau noté KE, on détermine la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Donc de KE, on a la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à KE divisé par la concentration de l'ion hydronium H3+. Nous savons que nous sommes à 25 degrés Celsius, donc KE égale à 10 puissance moins 14. La concentration de l'ion hydronium, c'est 6,3 fois 10 puissance moins 5. Alors, HO- égale à 1 sur 6,3, le tout fois 10 puissance moins 11. Ce qui va être égal à 1,5 fois 10 puissance moins 12 en mol par litre. Donc la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à 1,5 fois 10 puissance moins 12 en mol par litre. Après, on revient au niveau de l'ion indifférent qui est l'ion sodium Na+. Pour déterminer la concentration de cet ion indifférent dans le mélange, on se sert de sa solution de provenance qui est la solution basique. Donc la concentration de l'ion sodium Na+ est égale à la quantité de matière de la base sur le volume total du mélange. Et la quantité de matière de la base, c'est la concentration de la base fois le volume de la base. Donc on a CB fois VB sur le volume total. Et le volume total aussi, c'est la somme des volumes. Donc BA plus VB, ce qui va être égal. CB ici, c'est 0,2 multiplié par VB. Et VB, c'est 1 cm3. Le volume total, VA, c'est 100 plus 1 cm3. Donc au total, on aura concentration de l'ion sodium égale à 0,2 sur 101. 101, on peut le sensibiliser à 100, donc ça va être égal à 0,2 sur 100. Ce qui va être égal ici à 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc la concentration de l'ion sodium ici est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 en mol par litre. Après, il va rester maintenant un seul ion qui est l'ion éthanoate ou l'ion acétate. Pour la détermination de cet ion restant, on passe par l'électroneutralité de la solution. Nous dirons de la neutralité électrique de la solution. On a neutralité électrique de la solution. On a. Alors cette électroneutralité nous dit quoi? Que dans une solution ionique, la somme des concentrations des ions positifs doit être égale à la somme des concentrations des ions négatifs, tout en multipliant ces concentrations-là par la valeur absolue des ions. Alors donc on aura ici la concentration de l'ion sodium Na+, plus la concentration de l'ion hydronium égale à la concentration de l'ion hydroxyde HO-, plus la concentration de l'ion éthanoate CH3COO-. De là, on tire la concentration de l'ion éthanoate CH3COO- qui va être égale à la concentration de l'ion sodium Na+, plus
la concentration de l'ion hydronium H3O+, moins la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Alors, en voyant la grandeur de ces concentrations, la concentration de l'ion hydroxyde est très inférieure à la concentration de l'ion hydronium, et la concentration de l'ion hydronium aussi est très faible par rapport à la concentration de l'ion sodium. Par conséquent, la concentration de l'ion éthanoate doit être égale à celle de l'ion sodium, donc égale à 2 fois 10 puissance moins. La concentration de l'ion hydroxyde est doublement inférieure à la concentration de l'ion hydronium H3+, qui à son tour est doublement inférieure à la concentration de l'ion sodium. Par conséquent, la concentration de l'ion éthanoate ou de l'ion acétate doit être sensiblement égale à la concentration de l'ion sodium, ce qui est égal ici à 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Nous avons donc fini avec les ions. Il va rester maintenant les molécules. Et parmi ces deux molécules restantes, la concentration de la molécule 2 est une constante. Elle est égale à 55,55. Donc, c'est une constante, on ne la détermine pas. On va s'intéresser maintenant à la molécule éthanoate. Et pour la déterminer éthanoïque, alors il faut passer par la conservation de la matière. Donc, on va utiliser la conservation de la matière. D'après cette conservation, on va dire que la concentration initiale du mélange est égale à la concentration de la forme acide, qui est l'acide éthanoïque, plus la concentration de la base, qui est l'ion éthanoate CH3COO-. Et de là, on va tirer la concentration de la molécule acétique. Alors, on détermine la concentration de l'espèce moléculaire à travers la conservation de la matière. Donc, d'après cette conservation, la concentration de l'espèce moléculaire est égale à la concentration initiale C0 moins la concentration de l'espèce ionique qui est la base, donc CH3COO-. On va maintenant déterminer la concentration initiale de ce mélange. Donc, cherchons alors la concentration initiale C0. La concentration initiale du mélange, entre parenthèses C0. Alors ici, pour déterminer la concentration initiale du mélange, on se sert de l'espèce qui est faible, parce que la conservation de la matière ne concerne que cette espèce faible. Donc C0 doit être égal divisé par le volume total. Et cette quantité de matière de l'acide n'est autre que la concentration Ca de l'acide fois le volume Va de l'acide sur le volume total. Et le volume total reste toujours égal à la somme des deux volumes, donc Va plus Vb, ce qui va être égal. La concentration de l'acide, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre fois son volume qui est égal à 100. 100 donc, fois 100, le tout sur la concentration, le volume total. Le volume total, c'est 100 plus 1, le tout en centimètres cubes ou en millilitres. Alors ici, on aura C01 divisé par 101. On va toujours sensibiliser 101 à 100. Donc, on va trouver égal à 1 sur 100, ce qui va être égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, la concentration initiale C0 ici est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Connaissant maintenant C0, on revient dans l'expression de la concentration. Donc, la concentration de l'espèce moléculaire, qui est l'acide éthanoïque CH3COH, égale à C0, qui est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre, moins la concentration de la forme basique, qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3. Alors, on va mettre ici 10 puissance moins 3 en facteur. On aura 10 moins 2. Donc, la concentration de CH3COOH est égale à 8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà comment on détermine les concentrations des espèces présentes dans un tel mélange. Et l'expression du pH. Donc, on va exprimer le pH de ce mélange. Expression du pH du mélange. Alors, je reprends l'équation. J'ai le CH3HO- qui va donner l'ion éthanoate CH3COO- plus de l'eau. Je vais étudier cette réaction.
Alors ici, nous avons l'état initial qui est là, que je vais noter EI. Et là, c'est l'état final, que je vais noter EF, ou état d'équilibre. À l'état initial ici, on a la quantité de matière de l'acide qui est égale à Ca fois Va. Et la quantité de matière de la base qui est égale à Cb fois Vb. À l'état initial, on n'a aucun produit formé, donc on a 0 ici. À l'état d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? La base forte là-bas se transforme entièrement en base faible. Donc sa quantité restante ici va être égale à 0. La quantité de l'espèce forte qui va disparaître va se transformer entièrement en base faible. Donc on aura ici le CbVb. Par contre, l'espèce acide qui est là, qui est l'espèce moléculaire, va se conserver. Pendant sa conservation, il va rester une certaine quantité. Cette quantité restante ne sera autre que la quantité initiale moins la quantité disparue. Donc on aura ici Ca fois Va moins Cb fois Vb. Alors c'est l'expression du pH. Donc on va exprimer le pH de ce mélange. Expression du pH du mélange. Alors je reprends l'équation. J'ai le CH3 HO- qui va donner l'ion éthanoate CH3COO- plus de l'eau. Je vais étudier cette réaction. Alors ici, nous avons l'état initial qui est là, que je vais noter EI. Et là, c'est l'état final, que je vais noter EF, ou état d'équilibre. À l'état initial ici, on a la quantité de matière de l'acide qui est égale à Ca fois Va. Et la quantité de matière de la base qui est égale à Cb fois Vb. À l'état initial, on n'a aucun produit formé, donc on a 0 ici. À l'état d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? La base forte là-bas se transforme entièrement en base faible. Donc sa quantité restante ici va être égale à 0. La quantité de l'espèce forte qui va disparaître va se transformer entièrement en base faible. Donc on aura ici le CbVb. Par contre, l'espèce acide qui est là, qui est l'espèce moléculaire, va se conserver. Pendant sa conservation, il va rester une certaine quantité. Cette quantité restante ne sera autre que la quantité initiale moins la quantité disparue. Donc on aura ici Ca fois Va moins Cb fois Vb. Alors on met le pH. Donc d'après Anderson, on dira que le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base qui est CH3COO- sur la concentration de l'acide qui est CH3COOH. Alors on va exprimer le rapport de concentration ici en fonction des quantités de matière. Nous savons que dans ce mélange, la concentration de la base, c'est la quantité de matière de la base divisée par le volume total. Et la concentration de l'acide aussi est égale à la quantité de matière de l'acide divisée par le volume total. Alors en tirant le rapport de ces deux expressions, on aura la concentration de la base sur la concentration de l'acide va être égale. On aura alors le rapport de deux fractions. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc on aura NB sur le volume total qui va être multiplié par l'inverse de cette deuxième fraction. Donc ça va être égal à V total sur NA. Donc V total sur la quantité de matière de l'acide. D'après simplification, les V totaux vont se simplifier. Alors ça va rester NB sur NA. Ça veut dire que dans une solution où il existe un couple acide-base, la concentration de la base sur la concentration de l'acide peut aussi être égale au rapport des quantités de leur quantité de matière. Donc NB sur NA. Donc la relation d'Anderson peut s'écrire pH égale à pKa plus log de la quantité de matière de la base qui est CH3CO- sur la quantité de matière de l'acide qui est CH3COOH. Alors en voyant dans le tableau, la quantité de matière de la base CH3COO- n'est autre que Cb fois Vb. Et la quantité de matière de l'acide qui est CH3COOH va se conserver. Donc c'est CaVa moins CbVb. En remplaçant alors ce log de CbVb sur CaVa
moins CbVb. Donc pour ce mélange, voilà l'expression de son pH. Nous allons parler alors de l'étude expérimentale de ce dosage. Nous allons prendre ici un bécher qui contient la solution d'acide éthanoïque. Donc, contenant les espèces CH3CO-, on aura H3O+, on aura HO- et on aura la molécule de CH. On aura également un second bécher qui est là, qui va contenir la solution de soude caustique. Donc, on aura ici les espèces Na+, HO- et H3O+. Nous voulons doser cette solution acide par cette solution basique. Donc ici, on suppose que la concentration Ca est à déterminer, le volume Va étant donné, et que cette solution donc doit être dosée par la solution de soude caustique de concentration Cb et de volume Vb. Maintenant, pour doser alors cette solution acide, on va verser goutte à goutte la solution basique. Mais avant de verser, on va introduire dans cette solution acide un indicateur coloré. Alors, cet indicateur coloré va indiquer la coloration acide de cette solution. Mais au fur et à mesure que la solution acide reçoit la solution basique, cette couleur acide là va changer petit à petit jusqu'à arriver à un moment donné où la couleur va changer de façon intégrale ou de façon totale. Dans ce cas, on va parler de l'équivalence. Équivalence. Alors l'équivalence va être définie comme l'égalité entre la quantité de l'acide et la quantité ajoutée de la base. Donc cela signifie ici Va qui va être égal à Cb fois Vb. Et de là, on tire la concentration Ca. Ca va être égal à Cb fois Vb sur Va. Alors, cette expression va nous permettre de connaître la concentration de la solution alors à doser. Donc, on définit alors le dosage comme la détermination de la concentration d'une solution ou la détermination de la concentration d'une espèce dans une solution. Ça veut dire quoi? Doser une solution consiste à déterminer sa concentration ou bien la concentration d'une espèce se trouvant dans cette solution. Alors ici, on va voir la variation du pH. Variation du pH au cours du dosage ou au cours du mélange. Alors, on va donner ici un tableau qui va contenir les différentes valeurs et du pH et du volume de la base versée. Donc, on aura ici le volume de la base qui peut être en millilitres et on aura les différentes valeurs du pH. On peut avoir ici un volume V1 qui va correspondre à un pH 1 et un volume V2 qui va correspondre au pH 2, un volume V3 qui va correspondre au pH 3 jusqu'à un volume Vn qui va correspondre au pH N. Alors on va ce pH comme l'image se trouvant dans la vidéo. Alors d'après la représentation graphique, donc ici nous avons l'axe des pH et là on aura l'axe des volumes VB. Nous avons l'origine du repère ici. Alors la solution est là, elle est acide, donc son pH n'étant pas égal à 0, la courbe ne va pas commencer par l'origine du repère ici. Et comme le mélange est acide, donc son pH est inférieur à 7, au fur et à mesure que son pH ne fera qu'augmenter. Par conséquent, on a une courbe croissante ici. Donc on va voir la courbe croissante. Voilà l'allure de la courbe. C'est une approximation. Alors, la courbe qui est là a 4 parties. On a une première partie qui est là, on a une deuxième partie qui est là, on a une troisième partie qui est là, et voilà, on a une quatrième partie qui est là. Donc, cette courbe
ayant les 4 parties distinctes, 2 points d'inflexion. Alors le premier point d'inflexion va être appelé le point d'équivalence et le deuxième point d'inflexion va être appelé le point de demi-équivalence. Et pour déterminer le point d'équivalence, nous avons dit dans la leçon précédente qu'on passe par la méthode de tangente parallèle. Donc, détermination du point d'équivalence. Détermination du point d'équivalence. Alors, pour déterminer le point d'équivalence, on passe par la méthode de tangente. Que pour déterminer le point d'équivalence parallèle, la méthode de tangente parallèle, on va tout d'abord tracer 2 tangentes parallèles de part et d'autre du point d'inflexion. Donc, nous allons tracer après une perpendiculaire commune à ces 2 tangentes. Et après, on va rechercher le milieu de cette perpendiculaire. On va enfin tracer une droite passant par ce milieu et qui doit être parallèle aux tangentes. Et pour tracer la deuxième tangente, on va se servir de l'équerre. On pose l'équerre sur la première tangente, comme si c'est l'équerre qui nous a servi de tracer cette première tangente. Et à la base de l'équerre, on pose la règle. On va faire glisser l'équerre jusqu'à l'endroit où nous voulons tracer la deuxième tangente. L'équerre ne doit pas être dérangé, même si l'équerre est dérangé, la règle reste intacte. Donc, on a la deuxième tangente ici. Donc, on a les 2 tangentes parallèles. On va tracer une perpendiculaire commune à ces 2 tangentes. On a dit qu'en mathématiques, lorsque 2 droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une sera forcément perpendiculaire à l'autre. Donc, on trace la perpendiculaire commune et on indique la perpendicularité de part et d'autre. Et ensuite, nous allons chercher le milieu de cette perpendiculaire à l'aide du compas. Je vais faire un premier arc de cercle. Sans changer l'ouverture du compas, mais en changeant sa position, alors je vais avoir un second arc. Je vais relier les 2 points d'intersection de ces 2 arcs. Donc ici, nous avons le milieu qui est là. Et enfin, je vais tracer une droite passant par ce milieu que je vais nommer I et qui va être parallèle aux tangentes. Jusqu'au point I où je vais tracer la parallèle aux tangentes ici. Voilà. Ça coupe la courbe en un point E. C'est le point là qu'on va appeler le point d'équivalence. Donc on a le point E ici. On va rechercher les coordonnées du point E. Voilà, les coordonnées de E vont être obtenues en faisant la projection orthogonale de E sur les différents axes. Donc ici, on va appeler le volume de la base à l'équivalence. Le volume de la base à l'équivalence. Et là, on va rechercher le pH à l'équivalence. Ce pH à l'équivalence là doit être supérieur à 7. Donc supérieur à 7. Donc le point E aura pour coordonnées le volume de la base à l'équivalence et le pH à l'équivalence qui est toujours supérieur à 7. Pourquoi ça va être supérieur à 7? Nous avons vu l'équation bilan de la réaction. La réaction entre un acide faible et une base forte donne une solution de base faible. Donc à l'équivalence, son pH doit être forcément supérieur à 7. C'est ce qu'on appelle ici la méthode de tangente parallèle. Alors, il y a également ce qu'on appelle ici le point de détermination du point de demi-équivalence. Voilà, et le point de demi-équivalence,
est souvent noté le point F, qui va constituer ici le second point d'inflexion. Pour la détermination de ce pH à la demi-équivalence, il n'est pas question de diviser le pH à l'équivalence par 2, mais plutôt le volume de la base à l'équivalence qu'il faut diviser par D. Donc le segment qui est là, on prend sa moitié. Donc il faut noter ici qu'à la demi-équivalence, va être égal à son volume à l'équivalence divisé par 2. Donc, le point F va avoir pour coordonnée le volume de la base à l'équivalence divisé par 2 et le pKa. C'est le pH à la demi-équivalence là qui va correspondre ici au pKa du couple acide-base. Donc, je prends ce segment là, je le divise en 2. J'ai juste 10 ici, sa moitié c'est 5. Donc, voilà sa moitié ici. Ça va être le volume de la base à l'équivalence divisé par 2. Je vais maintenant faire la projection de ce point-là jusqu'au niveau de la courbe. Voilà. Ça va couper la courbe à ce niveau. Et je vais également chercher le pH correspondant. Toujours avec la projection orthogonale. Donc ici, le pH à la demi-équivalence va être égal au pKa du couple acide-base. Donc, voilà, les coordonnées du point F vont être égales au volume de la base et le pKa. Donc, ça c'est la méthode de détermination graphique du pKa d'un couple acide-base à travers le dosage. Enfin, on va parler maintenant du choix de l'indicateur coloré. Choix de l'indicateur coloré. On a dit que pour qu'un indicateur coloré convienne pour un dosage acido-basique, il faut que la zone de virage de cet indicateur-là contienne le pH à l'équivalence. Si tel n'est pas le cas, alors cet indicateur n'est pas convenable. Alors ici, le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de virage de la phénolphtalène. Phénolphtalène. Alors, la zone de virage de la phénolphtalène, c'est de 8,2 à 10. Donc, la phénolphtalène ici est l'indicateur coloré convenable. Phénolphtalène est l'indicateur convenable. Donc, est convenable pour ce dosage. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur l'étude expérimentale ici. Je résume. On utilise la méthode qu'on appelle la méthode des tangentes parallèles. Alors, pour cette méthode, la tangente parallèle, il y a 4 points. Le premier point, c'est de tracer d'abord ces deux tangentes parallèles de part et d'autre du point d'inflexion. Le deuxième point, c'est de tracer la perpendiculaire commune. Et on dit que quand deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une sera forcément perpendiculaire à l'autre. Le troisième point, c'est de chercher le milieu de cette perpendiculaire qu'on va noter le point I. Et pour chercher le milieu d'un segment, on se sert du compas. Et enfin, le quatrième point, c'est de tracer une droite passant par ce milieu de segment noté point I, alors et qui doit être parallèle aux tangentes. Cette droite parallèle aux tangentes là, passant par le milieu de ce segment, va couper la courbe en un point. C'est le point là qu'on va appeler le point E, appelé point d'équivalence. Donc ce point d'équivalence, ces coordonnées sont déterminées à l'aide de projections orthogonales. Donc nous avons l'abscisse, volume de la base à l'équivalence, et l'ordonnée, nous avons le pH à l'équivalence. Mais pour ce dosage-là, entre un acide, le mélange est basique. Si le mélange est basique, on obtient alors un pH qui est supérieur à 7. Le deuxième, c'est le pH à la demi-équivalence. Et pour la détermination du pH à la demi-équivalence, qu'on note souvent le point F, alors on divise le volume de la base à l'équivalence par 2.
Et ensuite, on cherche l'ordonnée correspondante. Donc ici, d'après la projection orthogonale, nous avons ici la valeur du pKa. Donc le pH, c'est la demi-équivalence, représente le pKa du couple acide-base. Donc ce point de demi-équivalence là permet de déterminer graphiquement le pKa du couple acide-base lors d'un dosage acido-basique ou d'une réaction acido-basique.